Alors, la première partie de l'interview consiste à revenir sur votre parcours, peut-être les noms des institutions et professions que vous avez pu exercer en rapport avec la finance et les faits marquants qui ont jalonné votre parcours et qui pourraient intéresser des investisseurs. Alors, comme je le disais à l'instant, j'ai commencé à faire de l'analyse technique un peu malgré moi en 1963 à l'aide d'une collection de timbres, et j'ai cherché non pas le plaisir du timbre, mais comment faire des plus-values. Et donc j'étais amené à constituer des bases de données et à analyser quels étaient les prix qui montaient le plus. En fin de compte, depuis 1963, il y a eu quelques progrès, mais pas tant que ça. La base est donc quand même relativement ancienne. L'analyse technique, j'y suis venu en 1970, quand j'ai été nommé président d'un club d'investissement. J'ai fait mes premières armes sur un titre qui s'appelait les fromageries Paul Renard, qui sont passées à l'oubli. Et en 73, toujours dans ce club d'investissement, on m'a appris qu'est-ce que c'était qu'une option, les primes. Et donc là, j'ai commencé à gagner énormément d'argent, c'est-à-dire qu'à l'époque, je gagnais le SMIC à peu près, et grâce aux plus-values que j'ai faites en 2 mois, j'ai pu m'acheter un appartement dans la région parisienne. Tout ça grâce... C'était une époque formidable là sur les options, c'est plus aussi facile aujourd'hui. Ah oui, non, mais ça c'était grâce à M. Pongelmer, le mage de Marseille. Bon, il a un fils, mais il n'est pas... C'est le Pongelmer père qui nous intéresse, qui qui vendait des graphiques prédéterminés, où à la fin du mois de février, il indiquait quel serait le cours soit des mines d'or, on appelait ça les Kafirs à l'époque, soit du CAC 240, puisque c'était avant la naissance du CAC 40. Et en 73, donc j'ai acheté ces graphiques, et au 31 décembre 73, le cours réel du CAC 240 se trouvait à moins de 1% du graphique qui m'avait été présenté à la fin du mois de février. Donc à partir de là, j'ai dit, bon, si quelqu'un arrive à anticiper les cours de bourse, d'abord c'est très facile de gagner de l'argent. Moi j'en ai gagné énormément, surtout grâce aux primes, donc les options, et je vais en faire mon métier. Et donc j'ai fait des études de statistiques et de recherche opérationnelle au CNAM. Je suis devenu ingénieur CNAM en passant un mémoire sur les vagues d'Elliott. Ça, c'était quelques années après. Et à partir de 1980, je suis rentré comme analyste technique dans une société de bourse qui s'appelait Finance Placement, qui dépendait de la charge d'agent de change Legrand Lacourte, qui s'est appelé après Legrand. Et en 1990, je suis rentré comme responsable de l'analyse technique pour le groupe Crédit Lyonnais. Et donc, entre 90... Alors, pour la partie devises et taux d'intérêt, puisque pour les actions, il y avait une autre entité pour laquelle l'analyse technique n'était pas autorisée. Mais donc, entre 90 et 2004, j'étais responsable de l'analyse technique du groupe Crédit Lyonnais. Très bien, donc une expérience longue et institutionnelle de l'analyse technique. On est à la 20e édition de ce salon de l'analyse technique. Est-ce que l'analyse technique a évolué depuis que vous la connaissez et si oui, est-elle toujours efficace aujourd'hui? Alors ça, vous abordez la question dont je vais parler dans ma conférence tout à l'heure. Alors, mon analyse technique, qui s'appelle la TDMF, oui, a beaucoup évolué. L'analyse technique classique, pas du tout. Et je trouve que c'est une catastrophe, puisque quand on regarde, par exemple, Wikipédia, ou quand on regarde le site de l'IFTA, qui est l'Association internationale d'analyse technique, eh bien, on nous parle toujours des mêmes personnes. Donc, c'était des Américains qui vivaient dans les années
ou qui ont écrit des livres dans les années 70. Et la semaine dernière, j'ai eu la curiosité de voir quels étaient les ouvrages d'analyse technique qui se vendaient dans une grande librairie parisienne et quel était le contenu de ces livres d'analyse technique. Et j'ai vu qu'on retrouvait exactement la même chose qu'au début des années 80. Alors, il est évident que les choses ont beaucoup évolué. On en parlera dans ma conférence, mais maintenant, je crois que si on veut voir ce qu'est l'analyse technique qui permet de gagner de l'argent, il faut voir sur YouTube les nouveaux loups de Wall Street, de Ali Badou. Ah ouais? Oui, c'est un reportage assez intéressant. On y voit même le PDG de Interactive Brokers. Qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on voit que maintenant, l'analyse technique qui permet de gagner de l'argent se décline à travers des modèles de hausse de la volatilité. Bon, dans tous les bouquins que j'ai vus dans la librairie parisienne, aucun ne parle spécifiquement de l'importance de la volatilité. Et d'après vous, c'est primordial. Est-ce que c'est uniquement utile dans le trading à court terme? Dans le trading à court terme, c'est certain, puisque depuis quelques années, on a vraiment des gros écarts et parfois des exagérations. À plus long terme, au contraire, la volatilité a tendance à se tasser. Si on prend l'indice VIX, on est sur une moyenne basse. Oui, non, mais bon, sur le long terme, si on parle de gestion, là, il y a un autre problème qui n'est jamais abordé dans l'analyse technique classique. Il y a un mot en particulier que vous ne trouverez pas si vous tapez sur Internet, c'est le mot sécurité et le mot méthodologie. Ce sont deux choses qui pour moi sont extrêmement importantes. C'est des choses qu'on m'a appris quand j'ai fait mes études d'ingénieur. A priori, tout le monde n'a pas fait le même parcours que le mien, mais toujours est-il que la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sécurité à quel niveau? Sécurité c'est sécurité au niveau de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Quand vous avez, par exemple, je ne sais pas, une voiture qui fonctionne avec un moteur à essence, même si le véhicule est quasiment neuf et que votre réservoir est vide, quelles que soient les qualités intrinsèques de la voiture, avec un réservoir d'essence vide, votre véhicule n'avancera pas. C'est le problème de l'analyse technique, c'est que personne ne regarde ce que j'appelle l'IEN, l'information exceptionnelle négative. La présence d'une seule IEN va empêcher qu'on puisse faire des plus-values. Ça, personne ne pourra me contredire. S'il y a une voiture est à plat et que son réservoir est vide, vous ne pourrez pas avancer. Ok, mais si on file la comparaison avec les marchés financiers, donc l'analyse technique, c'est en fait un plan comme un plan d'action. Et qu'est-ce qu'on considère comme étant l'essence, le carburant qui nous permettent d'avancer avec succès? Alors ce sont l'inverse des IEN, l'information exceptionnelle négative. Je dis qu'une seule IEN qui existe tant au niveau de la volatilité ou des indicateurs de volatilité ou au niveau des indicateurs techniques, ce sont les IEP, information exceptionnelle positive. Pour prendre une position, il faudra avoir un certain nombre d'IEP, d'informations exceptionnelles positives. Et en fonction du nombre d'IEP, eh bien, ça veut dire qu'un débutant pourra prendre position s'il y a beaucoup d'IEP. S'il n'y en a pas beaucoup, ça sera un peu plus risqué. Ok, et ces concepts IEN, IEP, comment est-ce qu'on peut les apprendre? Est-ce que c'est... On peut les apprendre dans mon livre, l'analyse technique aujourd'hui, la méthode ATDMF. Bon, c'est un bouquin que j'ai publié en 2011. C'est pas ça qui nous intéresse, mais parlons quand même des choses importantes. Nous avions, pour le CAC 40, pour être pratique, pour parler d'aujourd'hui et du futur, eh bien, il y avait une IEN qui était une résistance sur le graphique mensuel. Cette semaine, lundi et mardi, aussi bien sur le CAC que sur le DAX, cette résistance a sauté. Et donc, maintenant, il n'y a plus d'IEN, mais il y a une magnifique IEP
qui est un non-croisement sur le MACD annuel. Alors bien entendu, on appelle l'analyse technique dynamique parce qu'on va s'intéresser au graphique annuel. Plus on aura un signal fort sur un graphique à long terme, plus la probabilité de réalisation est importante. Et donc là, maintenant, ce non-croisement qui existe depuis le début de l'année, donc qui est validé sur le CAC 40, permet d'anticiper un mouvement de hausse significatif. J'ajouterais que d'autres IEP existent, vont exister sur le marché américain l'année prochaine. Et là, on va peut-être, c'est un peu prématuré pour en parler, mais au moins ça existe. Vous voyez, je crois que c'est ça qui est important quand on fait des prévisions. Il faut toujours avoir un pas en avant. C'est comme les joueurs d'échecs. Un bon joueur d'échecs se distingue d'un débutant, c'est que le débutant, il sait jouer les coups plus 1 et plus 2. Un expert en échecs, il connaît le plus 6 et le plus 7. En analyse technique, c'est la même chose. Et là, on peut dire que sur le marché américain, on a une connaissance actuelle du plus 6 et plus 7. Et donc, peut-être que ce qu'on va connaître dans les prochaines années sur l'indice Dow Jones, c'est ce qu'on a connu sur le Bitcoin en 2015 et en 2016. C'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire parce que Bitcoin, ça nous a marqué 2017 où il y a eu l'explosion à la hausse, mais avant ça, c'était plus chaotique. Oui, mais on est passé de 3000 à 3000. Ça, c'était en 2017. En 2017. Eh bien, c'est peut-être que l'indice Dow Jones actuellement est à 2500, si on fait la comparaison avec le Bitcoin. Donc vous êtes haussier de manière exponentielle sur les actions américaines? En fonction d'un certain nombre d'IEP qui devraient se produire. Ok, bah c'est en tout cas un biais haussier clairement affirmé, c'est intéressant pour les prochains mois, prochaines années. Au niveau des indicateurs techniques, vous avez parlé du MACD, je crois que vous utilisez aussi les bandes de Bollinger et parabolique SAR peut-être, je me rappelle. Alors, il faut utiliser deux types de choses. Il faut s'intéresser aux indicateurs techniques, c'est-à-dire au SAR, le stop and reverse de Wilder, au stochastique, au MACD et aux moyennes mobiles. Mais bien entendu, ce qui nous intéresse dans tous ces indicateurs techniques, ce sont les non-croisements, c'est-à-dire les IEP, parce que quand un croisement sur des moyennes mobiles, par exemple, se produit, le mouvement est à moitié fait. Quand on a un non-croisement, le mouvement est à peine commencé. Grande différence. Hein, on anticipe l'analyse technique. Donc, si on prend des indicateurs, si on travaille avec des indicateurs de manière classique, il n'y a rien à gagner. Et puis, on se pose vraiment la question, donc que j'aborderai en long et en large tout à l'heure, c'est comment se fait-il que quand on présente un croisement d'une moyenne courte avec une moyenne longue, eh bien on vous dit il y a deux possibilités, soit il y a un croisement, soit les deux moyennes sont plus ou moins parallèles. Bon, ça, on s'en fout, il n'y a rien à gagner avec ça. En revanche, quand il y a un non-croisement entre la moyenne courte et la moyenne longue, il y a énormément à gagner. Pourquoi on n'en parle pas? Ça, c'est quand même... c'est pas nouveau, les moyennes mobiles. Mais on continue en 2019 à utiliser les moyennes mobiles comme en 1980. Moi, à titre personnel, je regarde les grandes moyennes mobiles que tout le monde regarde. Puisque tout le monde les regarde, c'est bien d'avoir la même chose que les autres. Donc la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Et je m'en sers surtout pour voir le sens du marché, ça c'est assez simple. Et sinon comme niveau de support ou de résistance potentielle. Non, les moyennes mobiles, ça peut être un outil extraordinaire d'anticipation. Ok, et donc vous allez en parler dans la conférence tout à l'heure. Bien sûr, et il faut des indicateurs de volatilité. Tout à l'heure vous avez parlé des bandes de Bollinger. Bien entendu, les bandes de Bollinger, c'est un outil extraordinaire pour mesurer la volatilité et surtout, ce qu'il y a de plus important dans l'analyse technique, ce que John Bollinger a dit dans la préface d'un de mes ouvrages, le croisement de la moyenne mobile de Bollinger et du parabolique, dans certaines conditions, est une information importante. Parce que
Moi, ce que je reproche aux analystes techniques classiques, c'est que les analystes techniques classiques, actuellement, comme dans le passé, n'aiment pas vous parler des configurations qui vous permettent de faire des grosses plus-values. Si on trouve les signaux optimaux selon votre méthodologie, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de probabilité de réalisation de l'objectif? L'objectif, on n'a jamais une idée précise parce que ça va dépendre de la volatilité et de l'évolution de la volatilité. Il ne faut pas lier les choses. Et ce qu'il faut dire, c'est que tant qu'on n'a pas d'informations exceptionnelles négatives, eh bien, on laisse le mouvement se poursuivre. De toute façon, on est dans des marchés où on est proche des plus hauts absolus. Si on se donne des limites, on est barré. Si on reprend l'exemple de 2017 sur le Bitcoin, bon, quand on était à 3000, est-ce qu'il n'aurait pas fallu vendre à 6000? Et vendre à 6000 quand on va à 15 000 ou 10 000, c'est stupide. Oui, par contre, il faut aussi savoir prendre son profit, puisque si on est monté à 20 000, on est retombé jusqu'à 3500, 4000, là on remonte un peu. Il suffit de voir les IEN. Donc, puisque une IEN, c'est une sortie de marché, voilà. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que en analyse technique classique, on utilise les indicateurs comme une martingale, puisqu'on utilise les mêmes indicateurs à l'entrée et à la sortie du mouvement. Or, il n'y a aucune raison que ce soit les mêmes indicateurs qu'il faille utiliser pour rentrer en position et pour sortir de position. Très bien. Dans le cadre de l'interview, il convient de revenir sur des moments marquants de votre carrière qui pourraient inspirer ou apprendre à des investisseurs. Est-ce que vous avez des moments marquants qui vous reviennent? Oui, bien sûr. Alors, on vient et on perd, parce que on vient de parler aussi de mes échecs. Ah oui, tout à fait. Alors, les deux. Donc, pour mes plus grands gains, je vais parler de ceux dont j'ai fait une prévision en public, le reste, ça ne compte pas. Et donc, on va parler, par exemple, du titre France Télécom. On était porte-maillot au mois d'avril 2000. Le titre coté 170 à peu près. Et j'ai donné un objectif de 8,5, qui était la bande inférieure du Bollinger Monte. Je me suis planté, effectivement. Le titre est descendu à 8. Alors, donc, ça c'était très marrant. Ce que je ne savais pas, c'est que dans le stand d'à côté, il y avait la société France Télécom, et qu'ils m'ont entendu pendant tout le week-end raconter que France Télécom, c'était l'Eurotunnel de l'an 2000, parce que vous savez que l'Eurotunnel est passé de 17 à moins de 1, et c'était une véritable catastrophe. Et donc, entendre que le titre allait s'effondrer, ce qu'il a fait, ça a failli très mal se terminer pour moi. Mais enfin, bon, disons qu'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, et voilà. Alors ça, c'est une bonne prévision que j'ai faite en public, et donc ça, c'est quand même une plus-value potentielle pour ceux qui ont pris une position à la baisse importante. L'autre information, c'est quelque chose de plus personnel, parce que à la suite d'une prévision que j'ai faite, je me suis fait virer, il faut dire les choses comme elles sont. J'avais une émission de télé qui s'appelait Tendance en 2003. Ah ouais? Sur quelle chaîne? C'est pas là que j'ai oublié. Voilà. Alors, donc... Je veux dire, c'était une chaîne spécialisée finance ou c'était une grande chaîne? Ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une émission d'analyse technique toutes les semaines, et le 15, à la fin du mi-mars, j'avais le choix du sujet. Je fais une prévision sur le pétrole en disant que les cours du pétrole allaient monter. Bon, à ce moment-là, les Américains n'étaient pas très loin de Bagdad. Et ok, je fais ma prévision haussière. Et la semaine d'après, je parle d'autre chose. Et puis, revient début mars cette prochaine émission. Donc ça se faisait en direct, et comme c'est coutume, avant avec l'intervieweur, Philippe, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
moi je vais vous parler du pétrole. Allez Philippe, déjà c'était haussier, c'était pas très bon, parce qu'à l'époque on était à 45 $. 45 $ le baril pour les cours du pétrole, c'était quelque chose d'épouvantable au point de vue économique. Et pourquoi? Parce que les cours étaient trop hauts à 45 à l'époque. Oui. Ouais, mais on s'en rend pas bien compte parce qu'aujourd'hui, quand on a connu un pétrole à plus de 100 $ le baril, à l'époque c'était trop 45. C'était 45, c'était de la folie, de la démence. Et donc l'intervieweur me dit, Philippe, de toute façon, il faut parler d'autre chose parce qu'on vient d'interviewer un trader de chez Total qui nous a dit que les cours du pétrole allaient baisser. Alors, ok, on lance l'émission. Monsieur Cahen, bonjour. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? De la hausse des cours du pétrole, parce qu'il y a 15 jours, vous avez dit que les cours du pétrole allaient monter, et avec la fin du trimestre, et avec les informations qu'on a grâce au nouveau trimestre, sur un graphique trimestriel, eh bien, moi, je vous assure que les cours du pétrole vont monter à 100 $ le baril. Bon, ok, de toute façon, votre collègue, il était coincé, hein, il était bien obligé d'écouter M. Cahen. Bon, ok, ça se passe comme ça. Le lendemain matin, à 10h, dring, je suis le responsable de l'émission Tendance. Je vous annonce qu'il va y avoir quelques modifications techniques et donc on va suspendre pour quelques semaines votre document d'analyse technique. En fin de compte, je n'en ai plus jamais entendu parler. Et les cours du pétrole ont dépassé les 100 $, bien que au mois d'avril, les Américains soient rentrés dans Bagdad. Ok, donc... Et voilà, je me suis fait virer, et ça c'est un très mauvais souvenir pour moi. Ok, un mauvais souvenir, mais d'un point de vue marché financier, vous aviez raison, donc c'est pas une mauvaise expérience. Est-ce que vous avez eu une mauvaise anticipation ou une déception par rapport à l'investissement dans lequel vous croyez? Alors, oui, je n'ai jamais cru au Bitcoin, et c'est vraiment un marché jusqu'en 2016 que je n'ai pas du tout regardé. Et donc en 2017, pour investir à la hausse, je n'étais pas du tout dans le coup. Bon, là c'est complètement à côté. Ok, très bien. On va partir... pardon. Non, ne pas rentrer sur un marché, c'est pas une mauvaise prévision, effectivement. C'est juste de passer à côté d'un phénomène d'engouement, d'une bulle. Non, mais de plus-value. Et de plus-value importante, oui, c'est ça. Hein. Non, parce que en principe, je suis armé pour justement trouver les bons outils. Alors moi je dirais juste par rapport à ça, régulièrement, moi j'ai pas une énorme expérience, mais j'ai quand même maintenant 12 ans d'expérience sur les marchés, et à peu près une fois tous les 4-5 ans, il y a un gros phénomène qu'on voit venir, et si on rentre dès le début, on sent bien que c'est un engouement particulier. Il y a eu le Bitcoin, à l'époque il y a eu Internet, mais finalement ça termine par des bulles, il y a des excès, mais en attendant, en tant qu'investisseur, c'est souvent des belles opportunités d'investissement. D'accord, moi j'ai fait Volkswagen. Biotech, ouais. C'est monté de 400% en 10 jours. Oui. Pas avec l'analyse technique comme ça. On baisse, ça monte, j'en ai pris. J'ai fait 4. C'était un hasard. C'est un génie, c'est simplement parce que c'est un hasard. Alors, oui, ici, il y a quand même une expérience. Bon, j'étais pas tout à fait professionnel à l'époque. C'était en 1980. Je voulais absolument investir sur le silver, alors que le marché était arnaqué par 3 ou 4 personnes. Et je dois dire que c'est parce que mon courtier m'a absolument interdit de le faire que je ne suis pas rentré. Et on a retrouvé donc les cours de 20 $ plus de 25 ans plus tard. D'accord. Alors là, voilà, vous n'êtes pas ça. Disons que là, c'était une énorme erreur, mais bon, j'avais l'excuse de la jeunesse. Très bien. On va passer à la partie conseils. Quel conseil donneriez-vous à un débutant et quel conseil donneriez-vous à un trader plus expérimenté? Alors, les conseils à un débutant, bon, l'analyse technique, il y a une seule analyse technique, c'est la même pour tout le monde. Il n'y a pas une analyse technique pour les débutants et une autre pour les confirmés. Il y a un marché donné, et sur ce marché donné, toutes les catégories
d'opérateurs jouent ensemble. Donc tout le monde doit utiliser les outils les plus sophistiqués. Utiliser des outils simples pour faire passer, c'est du commercial. Alors, il y a beaucoup de commercial dans l'analyse technique, il faut faire attention. Et l'analyse technique, c'est quelque chose qui demande quand même un investissement. Bon, moi, j'arrive à former des débutants en analyse technique quand ils ont lu mon livre et ensuite avec une formation de 3 jours. Mais qui est-ce qui réussit bien? Il y a 2 catégories d'opérateurs. Ce sont les médecins, parce que les médecins, ils ont l'habitude de lire des choses, des bouquins une fois et de les connaître par cœur. Bon, quand on fait l'analyse technique, il faut utiliser une méthode, et une méthode ne veut pas dire j'utilise un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Une méthode, c'est utiliser intégralement ce qui est décrit dans cette méthode. Par exemple, il y a un certain nombre d'années, que dans Eliot, ça fait longtemps que j'ai abandonné Eliot, bien que ce soit moi qui l'ai introduit en France au début des années 80, on faisait des analyses en temps et en amplitude. Bon, plus personne maintenant ne font d'analyse de la durée du mouvement. Eh bien, donc quand on ne fait plus cette analyse de la durée du mouvement, on ne fait pas de l'Eliot. En analyse technique, c'est comme ça, quand vous utilisez une méthode donnée, il faut tout faire parce que c'est justement la petite ligne d'un livre que vous n'aurez pas utilisé qui va faire que votre opération va être bien. Très bien. Alors, il va être pour les opérateurs plus expérimentés. Bon, écoutez, quand on suit les règles des IEN et des IEP, moi je connais des particuliers qui font des CFD depuis plus de 5 ans, des professionnels qui arrivent à gagner tous les jours une somme supérieure au SMIC, on va dire. Voilà, donc tout est possible. Très bien. On va conclure. Quels sont vos projets? Alors, il y a la formation. Le livre est toujours disponible. Toujours disponible, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, bon, moi, à titre personnel, comme je suis quand même pas mal retraité, je fais du trading parce que c'est bien d'avoir enseigné l'analyse technique aux autres, c'est aussi pas mal de l'utiliser pour soi-même. Je veux dire que, par exemple, au mois de novembre et au mois de décembre, bon, le Bitcoin et le crude oil sont 2 produits qui m'ont beaucoup apporté. Je peux dire ça comme ça. Voilà. Très bien. Votre livre disponible sur Amazon? Oui, il est disponible partout. Ok. En librairie, sur Internet. Ok, parfait. Et au niveau de vos formations, vous avez dit que c'est du one-to-one. Est-ce que c'est en présentiel? Oui. Bon, alors d'abord, j'en fais très peu maintenant. C'est vraiment pour des gens extrêmement motivés. Mais donc, il faut d'abord avoir lu mon livre et ensuite, il y a un entretien. Et voilà. C'est pour un happy few. Mais j'ai des retours. Là encore, hier, il y avait une personne que j'ai formée il y a plusieurs années qui n'a pas forcément un niveau d'éducation très important, mais qui fait avec beaucoup de profit du trading sur le Forex. Très bien. Merci Philippe Cahen pour ces réponses. J'espère que ça vous a intéressé. Je voulais dire, bon, tout à l'heure, il y a une réunion de 17h30 à 18h30 et à l'issue de cette réunion, je vous ferai, j'espère, un cadeau, c'est-à-dire que je vous donnerai une information qui demande pratiquement pas d'investissement et qui va vous faire gagner entre quelques centaines et quelques milliers d'euros. Voilà. Merci. Une sacrée promesse. Non.